pour toi et d'ailleurs pour les gens qui composent 22 en règle générale. Oui. C'est un sujet très sérieux chez vous. Ouais. Tu l'abordes comment? Depuis quand déjà tu as mis une organisation des process par rapport à cette éthique et comment ça se matérialise aujourd'hui? Parce que je crois que c'est assez poussé. Oui. Alors, premièrement, j'ai été choqué de Coyote et de notre interdiction. Et donc, j'ai mis en place, en connaissance, parce qu'on l'a vécu, la crise de l'interdiction, le lobbying derrière, etc., pour être à nouveau autorisé après un protocole d'accord avec l'État. Donc, j'ai vu comment faire pour te rattraper. Donc, j'ai pas eu envie de recréer ça avec 22. Donc, on a fait plusieurs choses. Premièrement, on a un comité éthique, tous les 2 mois, de 2 heures, avec à l'intérieur des personnes riches et externes, c'est-à-dire qui ont des connaissances poussées sur l'IA et les syndicats dans les entreprises, sur l'IA et la communication mondiale, et c'est des gens de renom, qui sont, eux, invités par mes soins, dont un, je le dis à chaque fois, donc je le redis là, merci Yann Ferguson, parce que c'est le directeur aujourd'hui du Labor IA, et puis c'est quelqu'un qui a fait des études pour le gouvernement et l'Europe auprès de l'intégration de l'IA dans les industries et dans les entreprises. Et ce mec est magique, c'est un docteur en sociologie, ce mec est magique, vraiment. Et ça, c'est des gens rémunérés? Non, même pas, ils viennent parce qu'ils nous disent en retour qu'ils apprennent beaucoup du concret. Parce que vraiment, on est là à arbitrer des features. On avait un maire de ville qui nous disait détecter les caravanes. Non, ça a été shooté parce qu'on sait très bien que c'est pour catégoriser une certaine catégorie de la population, et donc du coup c'est pour que les gens du voyage n'achent pas sur les terrains et qu'on puisse les arrêter. Donc ça on ne le fait pas. Et c'est shooté comme ça, il dit putain c'est intéressant ce qu'on vous demande, et donc lui aussi en retour il apprend. Ensuite, c'est ce comité éthique, il a tous les ans une élection avec un huissier en interne. Je veux toujours un profil plutôt technique et un profil très commerce. Comme ça, j'ai les deux à l'intérieur comme argument. Et ensuite, il y a ma juriste qui est là aussi, et on avance en traitant soit les grands sujets, soit toutes les features des prochaines évolutions du produit. Et tu vois, dernièrement, on vient d'arbitrer. Un très gros du ferroviaire français veut détecter les personnes qui ont des chutes dans les gares, etc. Et au lieu de détecter un humain au sol, et c'est simple dans nos bases de données, on a plein d'humains qui sont droits, on pourrait tout incliner, règle logicielle, dire dès qu'il y a un humain qui est au sol, alors alerte en temps réel, mais le comité éthique a dit non, ça va être du shooting de SDF donc faut pas aller là-dedans, faut apprendre la dynamique de chute, qui va coûter 5 fois le prix, parce qu'il faut aller justement apprendre des chutes, aller choper de la data avec des gens qui tombent, enfin c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est quoi le cadre? Qui fixe le cadre des règles que vous suivez? De ce que vous faites et de ce que vous faites pas? Pour le moment, c'est moi. Et ça répond à un cahier des charges ou non? C'est plutôt du cas par cas? On va dire qu'on échange énormément avec la CNIL depuis plusieurs années, et on leur explique des choses et ils nous donnent les limites. Donc c'est des interactions, et avec les différentes lois l'IA. En fait, c'est comme tout, quoi. Ok, mais c'est toi qui fixes le cap de ce que tu veux que 22 fasse et ne fasse pas pour l'instant? Aujourd'hui, oui, c'est moi le patron. Après, il y a un certain nombre de choses que tu t'interdis, oui, et qui correspondent à qui tu es et ce que tu veux faire avec 22. Ce qui est hyper frustrant, c'est que d'autres, juste à côté, ne vont peut-être pas du tout avoir la même limite. Mais moi, je suis propre. Ouais. Moi, c'est ça qui est important, en fait. Tu vois, c'est pareil, tu vois, il y en a plein, la base de données, pour apprendre à leurs algos, ils vont aller taper les grosses bases open source, ils vont scraper le web à mort, ils vont récupérer plein de trucs et de ça. Fais le sale. Il n'y a pas de problème, tu vois, et puis tu peux me passer devant. Il y a de la place pour tout le monde pour l'instant. Et puis j'ai la culture, j'aime bien dire ça, j'ai la culture bécane, c'est-à-dire que j'ai la culture moto. Moi, je me lançais avec un 600 au Mans, et tout le monde avait des 600. Tout le monde faisait ses petites prépas et de ça, mais on avait à peu près les mêmes trucs. Et le meilleur, c'est celui qui arrive premier. Et tu te bats avec les mêmes outils. Si tu veux tricher, vas-y, fais-le, arrive premier. Mais quand je vais te regarder et que tu seras premier, moi je sais. Et puis tu as ton éthique, et puis tu as ton. Je suis à l'aise. Fierté, voilà. Okay. Mais qu'est-ce qu'on doit attendre de l'IA Act? C'est européen ou c'est. C'est européen, et ça va influencer, en tout cas, le monde occidental. Et qu'est-ce qu'on doit attendre? On doit attendre un cadre sur lequel on va pouvoir avancer sans que ce soit du sable mouvant. Après, je pense pas qu'il y ait des grosses annonces qu'on n'attend pas. Genre, ils vont pas interdire. Mais déjà, c'est en tout cas une dynamique qui est lancée, on se donne un cadre. Tu vois, et c'est un cadre éthique. C'est ça? Exactement. Et c'est un cadre, en tout cas, RGPD, tu vois, où toi, ta liberté privée, elle sera respectée. Mais tu vois, ce matin, on avait un rendez-vous avec un aéroport français, gros, le 2e ou le 3e, et il nous dit, nous, on met pas encore en place tout ça parce qu'on sait qu'il n'y a pas de loi.
Et donc, on les rassure, etc. Mais... Un investissement costaud et une loi balayerait tout ça. Donc, pour l'instant, ils attendent. Mais il y a un potentiel qui est là, qui est inexploité. Exact. C'est ça qui est étonnant. Exact. Que ce soit sur les valises, les gens, plein de choses. Il y a des milliards de caméras. Mais évidemment. Et il y a des milliards de caméras à hauteur mais de c'est vidéo. Que de la base de données, en fait. Enfin, c'est que du stockage. C'est pas de l'exploitation. Exactement. Elles sont regardées à 0,98%. C'est rien. Ouais. Et quand tu regardes, en plus, tu regardes 500 trucs. Donc, tu peux pas. Raconte-moi un exemple de... Parce que ceux qui nous écoutent sont plus ou moins au fait de l'IA et comprennent. Ouais. En revanche, tu dois vivre des moments assez marrants avec des boîtes qui ont des moyens énormes, qui réalisent, avec toi peut-être d'ailleurs, j'imagine, en séance. Mais attends, si on peut faire ça, on peut faire ça. Raconte-moi un peu des sessions de brainstorm que tu as pu faire, sans citer tes clients, mais des trucs où tu t'es dit, il se passe quelque chose et c'est assez fun de voir quelqu'un découvrir tout ça et essayer de voir si c'est possible, pas possible. Le premier meeting, à la fin du meeting, je récolte toujours les avis. Et ceux qui disent « Ouais, mais en fait, ta techno, elle est infinie », c'est qu'ils ont compris. Et en fait, c'est un peu mon objectif. C'est qu'ils le comprennent. Ouais, pas pour tout le monde. Et du coup, je trouve justement que d'interagir avec les clients me fait naître plein de cas d'usage. Donc, on va prendre, je sais pas qui tu penses, mais... La logistique, par exemple, ou je sais pas. On va prendre un très gros de la logistique sur des océans. Et tu vois, on se retrouve en brainstorm. Donc, nous, on arrive et on dit, voilà, notre technologie, c'est de la reconnaissance de pixels, de formes et de couleurs. Plus vous nous donnez d'images, de trucs que vous voulez reconnaître, plus... derrière, on les reconnaîtra. Oui, mais ça sert à quoi ? Je sais pas, moi, quand il y a un bateau qui arrive dans un port, est-ce que ça t'intéresse ? Oui, mais on le sait déjà, ça. Il y a la puce GPS. Ok, donc ça sert à rien. Par contre, est-ce que tu sais à quel moment il commence à décharger ? Ah non, ça c'est un prestat qui le déclare. Ok, nous, avec la caméra qu'il y a sur le bateau, on peut toujours dire à quel moment ça commence à décharger. Après, est-ce que tu peux me dire en temps réel, je lui dis, le nombre de colis qu'ils ont déchargés ou le nombre de conteneurs qu'ils ont déchargés ? Non, ça, on n'arrive pas à le savoir. Nous, on le suit en temps réel. Après, est-ce que tu peux dire où est-ce qu'ils les ont mis, ces conteneurs ? Est-ce qu'il y a des gens qui les ont ouverts ou pas ouverts et dans quel camion ils sont repartis ? Ah non, pas toujours. Ça, c'est du déclaratif. Pareil, c'est de la vision. Tu peux arriver dans les gros du ferroviaire. Notre premier brainstorm avec les gros du ferroviaire, c'était qu'est-ce qui vous coûte de l'argent ? Donc là, ils te disent, les trains, l'entretien, ok, je ne peux pas faire quelque chose tout de suite. Non, mais dans les gares, qu'est-ce que... Tu vois, la vraie question, c'est toi, patron de la sûreté de bip, bip, bip. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais au-dessus de ta gare et que tu regardais ? Qu'est-ce que tu regarderais en premier ? Si tu avais un budget illimité et que tu avais des yeux que tu pouvais payer à des gens pour regarder. C'est ça. Je dis souvent, tu te mets en haut d'un poteau, là, et tu paies plein de gens en haut de plein de poteaux, et tu veux qu'ils t'appellent pourquoi ? Les gens qui abandonnent leur bagage, c'est 80 millions d'euros à l'année de pertes, parce qu'on ferme les trucs, on paye le déminage et tout ça. Ok, donc bagage. Donc ça veut dire que tu veux quoi ? Tu veux que je détecte les bagages et que je détecte les gens, que je les lie ensemble, ceux qui arrivent ensemble, et dès qu'ils se délient, au bout d'un certain temps et d'une certaine distance, je t'alerte en temps réel. Ouais, et si tu peux me suivre la personne qui a abandonné le bagage, c'est encore mieux. Ah ouais, mais ça, c'est interdit. Alors attends, je peux suivre en non biométrique. Donc si je prends les couleurs de ses habits, exactement, là, j'arrive à le suivre. Et tu arrives à le suivre sur du multicaméra ? Ouais, pas beaucoup aujourd'hui, mais ouais, on va y arriver. Donc, au début, tu testes et tu te rends compte que le premier jour où tu essayes de faire ça, où tu as appris les bagages, ça t'a pris du temps, ça t'a pris beaucoup de choses, et que tu t'implémentes ça, il flotte ce jour-là. Il flotte, ça veut dire quoi à Paris ? À Paris, ça veut dire que tu as forcément 80% des gens qui ont un impair foncé, et avec tes visions caméra à 35 mètres au-dessus de la gare, des capteurs qui ont 10 piges, tu vois que dalle. Et au fur et à mesure, tu te rôdes. Donc tu dis, ok, donc si lui rentre là, c'est où que vous avez les alertes de bagages abandonnés ? Sous les panneaux de départ à 90%. Cool, on va réduire les erreurs. On se met sous les panneaux de départ. Comme ça, on commence à dire... Et on peut alerter quelqu'un en temps réel ? Oui, l'opérateur qui est en site toujours, ok. Donc on veut l'alerter en temps réel, tu vois ? Et de fil en aiguille, tu trouves la solution. Sans de plus gros investissements, tu arrives à être plus efficace avec la même chose. Mais à un moment, quand tu as fini tes POC, tu dis, en fait, là maintenant, ça marche à plus de 60% et ça vous aide ? Oui. On peut déployer alors. Oui. Et bram, après tu scales. Et puis les aéroports, et puis les métros, et puis ci, et puis ça. Et après tu dois structurer. Donc tu reprends des gens de ce secteur-là, tu leur dis vision monde, allez voir Amstrac aux US, etc., etc., et voyez ce qu'on peut faire. Et on en est dans ces questions-là. Qui prospecte ces gens-là ? C'est toi ou tu as beaucoup d'appels entrants ? Parce qu'on peut imaginer que tu as pas mal d'appels entrants, non ? On n'a pas beaucoup d'appels entrants. Non. Mais comment ça se fait ?
étonnant. Parce qu'on n'investit peut-être pas beaucoup en marketing, ou on n'investit peut-être pas encore, ou on est franco-français ou quoi. Mais alors, quand je dis on n'a pas beaucoup d'appels entrants, on doit avoir sur le site web une dizaine de demandes par semaine, et on doit avoir en appels réellement entrants peut-être une 5-7 par jour. Donc, c'est pas énorme encore, tu vois. Moi, ça c'est pas si mal. Après, je me mets par rapport à Equiden, tu vois, ça n'existe pas. Là, tu commences à avoir une base quand même significative, mais qui est loin de ce que ça pourrait donner. Là, je suis content en ce moment parce que tu sais, les intégrateurs et installateurs que j'expliquais qu'on formait tout à l'heure, ils commencent à nous faire venir des affaires sans qu'on en soit au courant. Hé les gars, je vous avais mis sur le devis de la ville de temps, elle a signé, donc là c'est go, faites-moi une facture pour 25 licences. Et t'as même pas eu à pitcher ton truc. Non. C'est étonnant. Donc ça commence à être stylé. De l'indirect, ça commence à être cool. Et pareil, après, genre sur un salon, tu vois, on revient de l'IC New York, là, c'est un truc sur la sécurité. On fait 3 jours à l'IC New York, c'est 50 litres par jour, dont déjà 3 devis envoyés. On est quoi là ? On est mardi. On est mardi, ouais. Ça a fini vendredi soir. Donc, ça prend, c'est maintenant. Merci ChatGPT et OpenAI de faire parler de l'IA à ce point-là, parce que je pense que c'est en train d'ouvrir les voies maintenant. Et les conseils que tu donnerais aux patrons des grosses boîtes, sans être CAC 40, mais des grosses boîtes où tu sens de temps en temps qu'ils ne se posent pas les bonnes questions, tu auras envie de leur dire quoi si tu étais toi-même le patron de... C'est difficile, mais je ne veux pas faire le petit con donneur de leçons, tu vois, mais en fait, l'IA, c'est tellement compliqué que c'est vrai que tu as plein de choses et ça peut agir partout. Mais moi, je pense que je leur dirais... qu'est-ce que je leur dirais ? Putain, c'est compliqué comme question. Il faut des conseils pour se poser la question si oui ou non ils en ont besoin et peut-être un projet réussi, quoi. En fait, ce que je dirais aux grandes boîtes comme ça, c'est faites des POC, rendez-les publics, regardez les résultats, ne les laissez pas isolés dans une verticale, parce que ça nous est même arrivé à des gros groupes de revendre 2 fois la même chose à 2 verticales différentes. Donc tu vois, en fait, l'information, elle remonte pas assez de l'application des nouvelles technologies sur les métiers. C'est pas assez centralisé. Non, c'est trop siloté, et il y a trop d'écart entre tout en haut et les opérationnels. Et donc ce que je dirais, c'est trouver un moyen de recentrer toutes les innovations. Mais une innovation, c'est technique et technologique. C'est pas de l'innovation pour de l'innovation. Moi, souvent, on me dit t'es encore une des boîtes qui fait de la vision par ordinateur. Ouais, mais moi, j'ai personne à côté de moi quand je réponds aux entreprises, tu vois, où j'ai une boîte israélienne qui se bat avec nous fort, qui est Briefcam, j'ai 1 ou 2 boîtes. J'ai pas beaucoup de concurrents, en fait, tu vois. Donc, peut-être recentraliser tout ça, arrêter de croire que les directeurs de l'innovation savent tout et vont tout faire en n'ayant aucun bagage technique. Et surtout, mettez les mains dedans, quoi. Mettez un budget POC, mettez les mains dedans et demandez aux codir les rétex d'époque. C'est quoi ? Pourquoi ? Et faites venir les startups et écoutez-les un petit peu sur ces rétex d'époque. J'ai l'impression d'avoir dit quelque chose de pas trop con. Très bien, je prends. Levée de fonds 1,5 million en amorçage en 2020, 22 en 2023. Ouais. La prochaine, c'est pour quand ? 800. 800 millions. Non, là, il faut que je monte mon ARR. Là. Donc, tu vois, on a un enjeu business, là. Ouais. Okay. En fait, l'annual recurring revenue, c'est sur cet indicateur-là qu'on est valorisé en édition de logiciel. Et on a fait 1 million l'année 1 du lancement du logiciel. On a fait 3 millions cette année. J'espère dépasser les 6-8 l'année prochaine. Enfin voilà, on a une belle... La rentabilité, c'est un enjeu pour toi ou c'est pas vraiment le sujet ? Je peux l'atteindre si je coupe la masse salariale. Moi, c'est con, mais ce que je dépense, c'est 85% de la masse salariale. Donc, si demain, je dis à 30 personnes de la tech, de ma BU Tech, bon, désolé, rupture conventionnelle, au revoir, c'est fini, je trouve la rentabilité. Mais c'est peut-être bête, parce que peut-être que, justement, on est au départ de la course, on a les poumons, on a le cardio, et qu'on est bien positionné, et on est des vrais entrepreneurs. Donc, je pense qu'on peut conquérir le marché. Donc, moi, ma recommandation, c'est de continuer à investir encore au moins 1 an ou 2, mais après, oui, atteindre la rentabilité le plus vite possible. Donc là, on n'est pas loin. L'année prochaine, on va perdre 1,5 million, 2 millions d'euros l'année prochaine. Cette année, on a perdu beaucoup. Bon, il faut avoir le cœur bien accroché, mais ça, tu le savais. Oui. Et je crois que tu l'as. On regarde un peu ta casquette de CEO. T'es un buvard, on le disait au début. Là, tu vois, quand je t'entends parler de j'ai créé un comité d'éthique, je trouve que tu parles de sujets qui sont relativement complexes, mais avec une certaine facilité. C'est quoi ta méthode pour apprendre aujourd'hui ? Parce que tu dois apprendre sur un paquet de choses encore, même si tu as beaucoup de compétences. Je lis des livres. J'adore. De management, de tech Plutôt de sciences humaines.
de sciences technologiques. Et de temps en temps, je lis aussi de la philosophie. Mais je ne vais pas lire des conseils d'un entrepreneur ou la biographie d'un tel. Ça ne m'intéresse pas trop, ce qui a été fait. Tu vas chercher loin, du coup, les choses. Je veux comprendre comment on est fait. Moi, c'est ça qui me passionne. Et tu parlais d'épigénétique tout à l'heure. Je lis beaucoup sur la génétique. J'adore ça. C'est quoi la définition de l'épigénétique? L'épigénétique? Oui. Alors, la définition de l'épigénétique, en fait, c'est ton ADN. Et donc, du coup, c'est les messages que porte ton ADN. Et c'est comment, justement, tu es, on va dire, biologiquement programmé. Exactement. C'est ta clé, quoi. C'est ta clé web, tu vois. C'est comment tu es biologiquement programmé. C'est l'épigénétique. Et dans l'épigénétique, tu as 80% de tes gènes qui sont capables, attention, accroche-toi, donc sur 100% de ton message ADN, tu as 80% qui est capable de changer en 24 heures à 100%. Ça veut dire que tu crois être quelqu'un, d'une certaine manière, donc d'avoir une résistance à des maladies, d'être capable de surmonter du stress, d'être capable de plein de choses, alors que finalement, ce junk DNA, cet ADN qui change vite, tu peux, toi, le réorienter en fonction de plusieurs choses. Qui tu côtoies, ce que tu manges, ton exposition au stress, ton sport, ton activité, etc. Et donc, c'est assez marrant quand tu vois comment tu peux influer sur ton épigénétique, ensuite le reporter sur ton calendrier. C'est rigolo. Et donc, du coup, c'est... Tu peux bien le croire. Ouais, mais c'est un truc de fou. Lis des choses sur l'épigénétique. Je te demanderai un petit conseil de lecture tout à l'heure. Comment les équipes sont organisées? Je crois que vous avez des bureaux à l'international. Vous avez déjà mis un pied à Shenzhen, parce que tu connais le sujet. Où est-ce que vous avez des bureaux ailleurs? On est à Dubaï, Espagne et New York. Ok. C'est des personnes qui sont là-bas, essentiellement pour du business, parce que le cœur est vraiment à Paris, voilà, et pour ouvrir les marchés. Comment on recrute les gens tech qui sont des gens très recherchés, très courtisés, à coup de gros chèques, et toi, tu arrives à en trouver quand même? Tu te débrouilles comment? En fait, chez 22, l'avantage, c'est que tu n'es pas un numéro dans une chaîne de production algorithmique. Tu fais tout de A à Z, ou c'est ton copain à côté qui fait le début et toi, tu fais la suite. Donc, les ingénieurs et les docteurs qui rentrent chez 22, déjà, nous, on n'est pas en carence de profils. On a beaucoup de profils, justement, tech qui se proposent parce que, justement, on est une petite boîte à taille humaine et beaucoup plus ouvert et on se pose beaucoup de questions. Donc, eux, ils sont passionnés. Ils ne sont pas qu'un numéro, mais ils connaissent toute la chaîne. Et surtout, on a un point de vue éthique et on ne veut pas faire n'importe quoi et ça plaît beaucoup. Tu vois, on travaille pour... j'ai pas le droit de le dire, mais bon, bref. On travaille pour des gens qui... font le maintien de l'ordre. Et il y en a beaucoup. Oui, voilà. Et tu vois, ça m'arrive de temps en temps qu'à des entretiens d'embauche, je dise que c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires quand même, et que les personnes donc, disent non, quoi. Parce qu'ils ne veulent pas travailler pour ça. Alors, pour autant qu'on ne fait pas de rocofacial, pas de biométrie, pas de tout ça, tu vois. Mais non, moi, je ne veux pas travailler pour ça. Donc, on est aussi dans une population qui est les docteurs, les ingénieurs, où je recherche les atypiques. Je recherche les gens qui sont un peu contre le système, mais qui sont mathématiquement très poussés. Comme ça, ils ont des angles d'approche beaucoup plus artistiques et créatifs. Moi, je suis persuadé que la science est proche de l'art. Et donc, du coup, si tu n'as pas une part artistique quand tu es scientifique, je t'écoute moins. C'est pas naturel chez tout le monde, mais en tout cas, chez toi, ça se ressort, cette balance artistique / technologique. Et quels sont les ingrédients? Parce que la culture est très forte. Il y a une notion de bande de potes, parce que c'est aussi la taille. Bon, elle commence à être un peu moins maîtrisable. Les ingrédients de cette culture 22, ils ressemblent à quoi? Les marqueurs, un peu. Les marqueurs, c'est discret mais pas secret, partout et non visible. Ensuite, sois vrai et authentique, me trompe pas, parce que j'allais insulter, mais derrière, on est capable de venir fort et de te rentrer dedans. Pas peur. Si tout est sous contrôle, c'est que tu vas pas assez vite. On a parlé juste avant. On est pirate, c'est-à-dire que tu as le droit de tomber, tu as le droit de te faire mal, on vient te consoler quand tu as mal. Mais par contre, tu n'as pas le droit de pas essayer. Et j'ai envie de te dire, je sais pas, j'ai même du mal à l'expliquer. J'ai envie de te dire, essaye, fais tout et bombarde et s'il te plaît, te pose pas des questions qui servent à rien, va direct à l'objectif et fais en sorte de propager du bien. Donc c'est bombarde et casse la porte, propage du bien, sois parano, parce que quand même tout ce qui se passe à côté, il faut que tu le vois,
c'est de l'hypersensibilité. Un gros marqueur chez 22, c'est que tu n'as que des artistes hypersensibles. Enfin, je veux dire, dans la boîte, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, il a un point de vue philosophique, on est complexe. J'ai fait une boîte avec des gens qui ont un cœur et une mentalité complexe. C'est pas qu'une boîte de geeks, loin de là. Non.